Monsieur le Président, bienvenue ici dans votre maison, celle du Haut Commissariat à l'Enfance. Merci de nous recevoir, Madame Sarah El Haïry. Je voudrais rappeler, donc on est au ministère de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Et effectivement, jeunesse et enfance, c'est quelque chose qui pour nous est important. Vous êtes haute commissaire donc à l'enfance, mais vous avez été ancienne ministre déléguée à la jeunesse. Tout à fait. Et moi, je vous ai connue, alors vous étiez ancienne secrétaire d'État à la biodiversité. Exactement. Et que ce soit jeunesse, enfance ou biodiversité, c'est important en tant que président de la fédération, parce que pour notre fédération, on est devenu d'ailleurs tout récemment ambassadeur, je dirais, des programmes engagés pour la nature auprès de l'Office français de la biodiversité. Et comme toutes les fédérations sportives, on est très sensibilisé par la jeunesse et par l'enfance au travers de nos activités qui sont la plongée, la randonnée subaquatique. Et c'est pour ça qu'on est auprès de vous aujourd'hui dans votre bureau et je vous remercie à nouveau. Donc je vais être amené à vous poser quelques questions. Tout d'abord, que pensez-vous des bienfaits, je dirais, du contact avec l'océan ou les milieux aquatiques au sens large pour les plus jeunes, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau tout simplement de l'intérêt du contact avec la nature? Président, moi je vais être très transparente et très honnête avec vous. Je crois que ces contacts, ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce que je suis une enfant de la mer. Moi j'ai grandi au bord de la mer Méditerranée, les pieds et la tête bien sous l'eau, avec cette habitude d'avoir cette odeur iodée très forte en hiver, absolument superbe, qui vient se mêler au feu de cheminée, et donc ces hivers très marins. Je suis cet enfant de cette nature plutôt aquatique, et du coup, on reste quand même assez ancré en racine. Donc je ne suis pas partie très loin, je suis partie jusqu'en Atlantique pour me retrouver les pieds plutôt en Loire-Atlantique et à Nantes. Donc quand même à aller chercher ce besoin. Pourquoi ? Parce que ça a été prouvé par la science. Le contact entre la nature au sens large, que ce soit la mer, que ce soit la nature forestière ou de la montagne, fait du bien. Fait du bien aux enfants, bien sûr, dans leur développement, dans leur capacité cognitive, dans leur concentration, dans leur confiance en eux aussi. Et donc c'est un bienfait qui leur permet de mieux grandir, de bien grandir. Dans un monde, il faut le dire, qui devient de plus en plus urbain, de plus en plus métropolitain aussi, et donc le bienfait, bien sûr qu'il y en a. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait pour que l'ensemble des enfants puissent en bénéficier et que ce ne soit pas réservé à ceux qui ont la chance d'être des littoraux. Alors, on voit de plus en plus ce qu'on appelle des aires maritimes éducatives. Alors c'est sûr que c'est plus facile près du littoral, mais on le trouve aussi près des zones du Sicole, des zones d'eau douce. Pour les jeunes, ça se développe de plus en plus. Votre avis justement sur le développement de ces aires? Moi je les ai portées. Je les ai portées en tant qu'à l'époque on avait commencé à y travailler quand j'étais à l'Éducation nationale et on les a mises en œuvre. Je me souviens très bien du jour où on l'a annoncé. Elisabeth Borne était Première ministre, j'étais sa ministre de la biodiversité et nous avions la chance de pouvoir dire que l'ensemble de nos enfants auront demain vocation à aller soit dans des aires éducatives marines si on avait l'opportunité de le faire, et là c'était notre challenge à nous, soit des aires éducatives au sens montagne ou terre plus classique, forestière en grande majorité. Pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que je crois que cet accompagnement à la mer, à la plongée, au snorkeling, ou simplement finalement ce contact au littoral doit être accompagné pour l'ensemble des enfants parce qu'il est éducatif. Il est éducatif en termes bien sûr de compréhension du développement des écosystèmes, des espèces, et évidemment au sens scientifique du terme, mais aussi éducatif en termes de soft skills en très bon français, si vous me le passez, donc en comportements psychosociaux. Quand tu es en mer, tu es d'une certaine manière face à l'infinie beauté et en même temps à l'infinie fragilité. L'infinie beauté des coraux quand tu peux en voir. Moi je n'oublierai jamais ma première plongée qui était, pour le coup je m'en souviens très bien, en Martinique, et c'était la première que je faisais, et puis les quelques ensuite j'ai eu le plaisir de découvrir d'autres récifs ou la Méditerranée du côté Corse ou même de la Sardaigne plus au sud. Mais tu es percuté par cette beauté, et cette beauté-là elle est fragile, donc elle apprend à l'enfant la place qu'il a comme acteur. Et finalement, les natures qui l'entourent, mais bien sûr, et en termes de travail, pour le coup, d'équipe, de confiance en soi, de dépassement de soi, cette force, cette beauté de la nature t'amène avec plus de douceur
que parfois le fait de grimper une montagne qui nécessite une préparation physique beaucoup plus, enfin je veux dire pas plus exigeante, mais en tout cas plus massive, alors même qu'on sait qu'un enfant de 5-6 ans peut commencer à partager, parfois en famille, parfois en club, eh bien, la beauté de ce dépassement. Et en termes de vulnérabilité, en termes de biodiversité, qui est quand même très particulière avec le milieu marin, puisqu'effectivement on rencontre énormément de biodiversité. Quel est le rôle, que pensez-vous du rôle de nos 2500 structures fédérales qui participent, je dirais, à la protection de l'environnement, puisque c'est inscrit dans l'ADN de notre fédération depuis 1948 ? Bon, je dis enfin la reconnaissance de l'OFB, parce que, non mais c'est vrai, pourquoi je dis enfin ? Parce que, oui, vous étiez des témoins et des gardiens. Tout à fait. Témoins, parce que vous étiez de ceux qui voient, qui partagent même dans une culture plus populaire cette infinie beauté, et en même temps des gardiens parce qu'en alerte, en protection et en explication de l'importance, vous savez, des impacts des écosystèmes. Je connais la position de la fédération, qu'on a eu les grands enjeux, les grands débats sur les grandes lois contre le plastique, de protection des aires maritimes, donc je connais ces positions-là. Mais tellement heureuse que ce soit finalement reconnu par l'OFB elle-même, c'est d'une certaine manière l'institutionnalisation de cette action qui était pour le coup réelle, mais peut-être pas encore suffisamment nommée. Alors c'est vrai qu'on est la rare fédération à avoir le mot études, Oui. C'est études et sports sous-marins, et c'est vrai en termes aussi de, je dirais, de sciences participatives qui rentrent dans ce terme d'études, qui développent effectivement le regard vers le vivant, le regard du rapport que l'on peut avoir vers le vivant. Votre avis justement sur l'intérêt des sciences participatives, on va dire, pour la jeunesse? Moi, j'y fonde beaucoup d'espoir sur ces sciences participatives, pour la jeunesse en particulier. Pourquoi ? Parce que je crois que ça permet de lever ce sentiment, vous savez, d'impuissance face à cette transition que nous vivons aujourd'hui et cette adaptation. Cette impuissance, nous n'avons pas à la subir. Il faut être bien sûr au rendez-vous des grandes transformations réglementaires, législatives, bien sûr. Nous sommes aux 10 ans des accords de Paris. Nous sommes dans un moment où, plus que jamais, nous avons besoin de redonner de l'espérance et de l'énergie à notre propre jeunesse, pour qu'elle ne subisse pas. Et c'est pour ça que ces sciences participatives permettent, par l'exercice collectif, de construire une génération qui va en fait plutôt être dans l'adaptation, plutôt être dans la protection, mais en étant toujours émerveillé et témoin. C'est pour ça que la protection de la nature et la biodiversité, moi je trouve que c'est un accélérateur de mobilisation plus fort encore que le climat, puisque quand on décarbone, bien sûr que c'est nécessaire, et j'y tiens, mais on ne le voit pas tout de suite. On le voit pas. Quand vous vous retrouvez subjugué par la beauté d'un récif, par la beauté d'un poisson, par simplement des fonds marins qu'on n'imagine pas. Quand vous ressentez, moi je n'oublierai jamais ce jour où j'ai fait une plongée à Bali et je découvre pour la première fois une raie manta. J'ai reçu dans mon propre corps, j'ai ressenti deux émotions en même temps qui étaient quand même très antagonistes. J'avais peur et j'étais émerveillée. Peur parce que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand, et émerveillée par l'élégance de ce mouvement. Eh bien, comment on apprend sur soi, comment on va dans cette compréhension de soi si on ne se laisse pas toucher, si on ne laisse pas prendre par cette émotion, par cette beauté. Et c'est là où le collectif et le participatif permet, d'une certaine manière, par la pratique de la plongée et de la randonnée aquatique, subaquatique en particulier, eh bien, d'embarquer des plus jeunes. Je pense bien sûr aux initiatives des écoles espagnoles, je crois que c'est Azulas Escuelas, qui accompagnent des tout petits, vraiment des très jeunes enfants. Je pense bien sûr à des initiatives sur les coraux à Bali qui m'ont beaucoup intéressée. Je pense également à ce qui se passe en Martinique ou encore en Polynésie française. C'est sublime cette mobilisation de la jeunesse qui va aller chercher ces solutions. Et donc, mine de rien, à mes yeux, c'est une sorte d'accélération des mobilisations et de prise de conscience, mais surtout de refuser l'incapacité de faire. Alors, dans la dimension sociale que vous évoquez, effectivement, ça me semble important de mettre en avant toute la dimension sociale que peuvent apporter les activités subaquatiques, comme toutes les activités sportives, mais avec cette particularité de sport de pleine nature qui permet de développer tout un respect de, je dirais, notre environnement. L'idée que j'ai, c'est, bon,
j'ai un gros vécu de plongée, bien sûr. J'ai eu l'occasion de faire plonger des enfants issus des QPV, quartier prioritaire de la ville. Et effectivement, j'étais frappé quand ils arrivaient. Bon, ils cassaient un peu tout, ce qui est logique. Sur le bateau, ils commençaient à écouter. Et puis au moment où on leur faisait le briefing plongée, ils étaient attentifs aux moindres mots. Quand on leur apprenait les codes de communication, ils savaient parfaitement. Et dans l'eau, ils étaient exemplaires. Donc effectivement, ça fait partie, je dirais, d'un élément, je dirais, très fort que peut amener justement cette notion de la plongée, qui parle d'autonomie, mais qui parle aussi d'obligation de groupe sur le plan sécurité. Qu'est-ce que ça vous fait penser un peu pour vous, je dirais, cet impact social de nos activités? Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller plus loin parce que je pense que tous les enfants méritent d'accéder au beau. Et les enfants, bien sûr, des quartiers prioritaires de la ville, bien sûr, des familles parfois plus précaires ou qui vivent à un moment dans leur vie des difficultés, méritent le beau. Ce beau, c'est finalement ce qu'on te renvoie comme place que tu as dans notre société. Et donc accéder à des choses qui paraissent inaccessibles, parfois par leur coût, ou simplement parce que dans nos habitudes sociales, on ne le pratique pas, c'est une sorte de cadeau qu'on te donne pour l'avenir. Et donc, oui, il faut continuer à faire, mais moi j'irai un tout petit peu plus loin, j'apporterai un complément à vos propos, parce que je suis en phase absolument sur le collectif, absolument sur cette évolution qui fait que quand on est face à l'infini et beauté et puissance de la nature, alors on se sent chanceux et petit. Petit par cet écosystème qui se complète. Et le mot que je voudrais rajouter, c'est l'égalité. Quand on est en pleine plongée, que vous soyez riche ou plus précaire, que vous soyez un peu plus jeune ou un peu plus âgé, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes en réalité un acteur de ce collectif. Et nous sommes profondément égaux dès que nous sommes sous l'eau. Et même quand je vois tout ce qui a pu être fait sur la handi plongée, quand on sait à quel point, quand malheureusement dans ta chair, il y a une réalité, un handicap, et que sous l'eau, ton corps parfois se libère, ou n'est plus parfois un poids comme tu peux le sentir en étant sur terre, au sol. Mais quelle richesse, quel moment et élément précieux. Et c'est pour ça que je voulais rajouter peut-être un mot qu'on utilise un peu moins, mais cette expérience de l'égalité qui est quand même extrêmement rare, parfois pour certains enfants. Alors c'est vrai que vous avez évoqué justement la prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est vrai que ce qu'on appelle nous le handisub, quelque chose qui est développé depuis une 15-20 ans, de façon importante au sein de la fédération, pas seulement en plongée scaphandre, mais aussi en apnée. Ça a été un gros développement de l'apnée. Alors avant, c'était avec la fédération d'handisport, puis maintenant il y a la fédération de sport adapté, parce que la dimension, je dirais, de l'impact psychomental de la plongée est vraiment fondamentale. Ça, c'est pour rebondir. C'est énorme, c'est cette réalité à laquelle tu es reconfronté avec bonheur de pouvoir se dépasser, de ne pas être... parfois bloqué dans tes mouvements ou dans la capacité à s'émouvoir, de se rendre compte que c'est un des sports qui peut être profondément inclusif, c'est-à-dire qu'on peut participer à la même expérience, et c'est ça que je trouve moi est très beau et très doux. Je sais que ça peut faire sourire, mais vous savez, c'est aussi un des rares sports, avec le golf, faut dire, qu'on peut commencer plus tard. Tu sais, il y a beaucoup de sports il faut commencer tôt pour pouvoir se retrouver pleinement. Eh bien non, la plongée, tu peux commencer effectivement à 5-6 ans. Bon courage à celui qui commence le tennis à 40 ans. Oui. ou même le football. Peu importe. Il y a des sports où effectivement faut avoir commencé très tôt pour vraiment pouvoir bien s'amuser par ailleurs. Je parle au sens général. Eh bien, mine de rien, la plongée, tu peux commencer tard. Et donc, tu peux la commencer avec tes enfants. Tu peux la commencer avec ton couple. Tu peux la commencer tôt. Et donc, il y a quelque chose d'assez bienvenu. C'est un peu viens au moment où tu veux, viens quand tu peux et viens avec qui tu veux. Et je trouve que ça, dans parfois des périodes où on sent qu'il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de compétition, et ça fait du bien de se dire que c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Alors, vous avez parlé des familles. J'aimerais, à la limite, pour conclure un peu nos échanges, si vous aviez un message à transmettre aux familles vis-à-vis de nos activités, qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre ? Bien, parfois, on a
peut ne pas avoir la chance, l'opportunité de partir en vacances ou partir à l'autre bout du monde. C'est le cas de la très grande majorité des familles, bien sûr. Et quand on a des enfants, prenons le temps de leur offrir peut-être ce moment de magie, comme on les emmène parfois, vous savez, parfois on les emmène à des parcs animaliers, parfois on les emmène dans des parcs de divertissement, en se disant que c'est ça le beau, ce qu'ils désirent. Moi, je ferai une invitation, essayons de leur faire découvrir ce qu'ils ne voient pas au quotidien. C'est la beauté de cette nature subaquatique, la beauté de cet infini, parce que je crois que ces émotions-là font grandir, en tout cas, enfants, adolescents. Et c'est encore aussi un des rares sports qu'on peut faire et qu'on peut pratiquer quand on a une fratrie de différents âges. Ce qui est quand même assez génial, puisque vous n'avez pas besoin d'en laisser un en bas de l'attraction, même si j'adore les parcs, les parcs de divertissement. Mais allons voir, c'est pas élitiste, ce n'est pas réservé, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus familial que ce qu'on peut imaginer. Donc, osez pousser la porte des clubs, vous y serez très très bienvenus. Merci Madame Sarah El Haïry de tout ce que nous avez transmis. Vraiment, la Fédération française est heureuse de venir vous voir dans votre bureau pour cette interview. Merci encore. Merci, c'est un plaisir. Merci.